Salut Florent, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir pour plonger dans les coulisses de French Doers. Ça fait un moment que j'ai envie de passer derrière les micros, dans les coulisses, derrière les caméras aussi. On va voir que dans la stratégie, c'était important, je crois. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bah déjà merci à toi pour l'invitation, c'est très cool. Du coup, je m'appelle Florent, j'ai 27 ans, je suis le cofondateur et CEO de French Doers, donc un média sur l'entrepreneuriat et le business. L'objectif, c'est par diverses émissions, divers formats, sur différents canaux tels YouTube, les podcasts, Instagram, TikTok et tout ça, proposer du contenu sur l'entrepreneuriat et le business, donc montrer différentes façons d'entreprendre, donner des coulisses, donner des tips, des conseils. Vraiment, le but, c'est essayer de couvrir un maximum d'angles et de sujets sur ces deux thématiques-là, quoi. Donc toi, tu as temps plein sur ce projet. Ouais, complètement. Je suis associé avec Mohamed, donc qui lui pour le coup est pas à temps plein parce qu'en fait il a aussi un autre projet à côté qui s'appelle Jimky. Et moi je suis à temps plein ouais dessus parce que ça prend du temps mine de rien de produire tout ce contenu. Et en plus de ça, on a une activité d'agence qui est un peu internalisée, qu'on a quand même brandé qui s'appelle La Potion Rouge. Et pour le coup, on accompagne les boîtes en fait à créer du contenu et en particulier sur YouTube, donc à faire du content marketing, ces choses-là. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps mine de rien tout ça. Tu m'étonnes. Quelle est la genèse un petit peu du projet? Est-ce que tout de suite il y avait cette vision et ces activités qui étaient en ligne de mire, ou ça s'est mis un petit peu plus en place de manière, on va dire, On s'est par rencontré opportunité? avec la roadmap directe. Non, 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 évidemment, tout se construit au fur et à mesure et encore aujourd'hui, on a de nouvelles idées, on affine un peu le projet, évidemment. On s'est rencontrés pour donner un peu de coulisses avec Mohamed, on s'est rencontrés chez La Durée. Donc la maison de pâtisserie française, et on travaillait ensemble tous les deux là-bas. On était déjà tous les deux un peu passionnés par l'entrepreneuriat. On avait voilà des discussions un peu sur ces sujets-là. Euh, enfin après de fil en aiguille, moi j'ai monté une première boîte, lui est parti aussi dans une autre aventure. Donc on était toujours en contact, mais plus, enfin, de temps en temps, disons. Et en fait, on s'est retrouvés il y a 2 ans, je dirais maintenant. Et on a reparlé un petit peu de tout ça, toujours dans les mêmes thématiques, hein, deux grands passionnés d'entrepreneuriat et de business, d'aventure comme ça. Et Mohamed écoutait déjà pas mal de podcasts à l'époque, moi un peu moins. Et en fait, on avait un peu cette sensation qu'il manquait quelque chose à notre image dans ce qui se faisait. Il y avait déjà pas mal de trucs cool, mais pas à notre sauce. On avait un peu ce feeling de temps en temps de se dire, punaise, on n'a pas posé cette question. Enfin, pourquoi il a pas posé cette question ou elle n'a pas posé cette question? Et en fait, c'est normal. C'est parce que chacun a sa vision, chacun a ses envies et tout ça. Donc on s'est dit, bah écoute, let's go, on monte le nôtre en premier. Et du coup, de fil en aiguille, on réfléchit à ça, on construit un peu l'idée, on essaie de voir quelle trame on pourrait faire. On savait qu'on voulait partir dans un format très long pour casser les codes justement. Et donc on a réfléchi un peu à comment on amène ça, essayer de trouver un espèce de fil rouge d'épisode en épisode. Et en fait, rapidement, on s'est dit bah attends, monter un podcast c'est cool, mais en fait il manque même plus que ça, il manque du contenu en règle générale sur l'entrepreneuriat et le business. Il manque un média, voilà, qui reprend un petit peu nos codes. Il existe des trucs, mais qui sont peut-être un peu plus lourds, un peu plus, je sais pas, officiels, si je puis dire, et institutionnels même. Et du coup, on s'est dit, bah attends, let's go, on applique en fait les codes qu'on nous on peut voir sur YouTube, sur des formats sur d'autres médias qu'on suit déjà, et on le fait à ces thématiques en fait qu'on kiffe quoi, tout simplement. Et du coup, on s'est dit, bah, let's go, en fait, French Joueur, ce sera un média sur l'entrepreneuriat et le business. Et donc, l'émission Vrai de Vrai, que Mohamed anime, et moi, je suis derrière les caméras, qui dure plus de 3 heures, comme tu le sais. Voir le double. Voire le double, Catherine Pain ce record. Euh, Bah, ça, c'est vraiment une émission de ce média-là. Donc, on a vraiment commencé par ça, parce que, bah, il fallait commencer avec un format assez fort, et puis le maîtriser, parce que, mine de rien, il y a quand même, pas mal de compétences qu'on n'avait pas avant. Enfin, moi, c'était la première fois que j'ouvrais un logiciel de montage. Pareil, on a acheté un peu de matos et tout, fallait le découvrir, fallait faire nos premiers tests. Donc voilà, on a commencé par cette émission-là qui a plutôt bien pris. On en a testé une seconde, un peu table ronde, qui a plutôt bien fonctionné, mais on maîtrisait un peu moins vu qu'on tourne à Station F, l'environnement. Celui qui a un petit peu de monde à côté, voilà, c'est des choses un peu plus galères. Et du coup là pour le coup, on lance par contre en revanche 3 nouvelles émissions à la rentrée. Donc pareil, pas mal de boulot encore. Génial. Plus courte, plus spécifique, plus verticale. Exactement, ouais, tout à fait. C'est donc une première émission qui va s'appeler L'Akishta, et on va être sur de la finance personnelle, de l'investissement, les mécanismes de l'argent.
Donc c'est moi qui vais animer cette émission-là, et le but c'est de faire intervenir des gens, pareil encore une fois avec soit des expériences de vie, soit un business qui est lié à ça, et essayer de prendre un maximum de conseils, de recul, d'expérience, et décrypter ça. Et ça dure entre 40 et 50 minutes, donc on est sur un temps plus court. Et puis voilà pour la première. Ensuite on a une émission qui va s'appeler La Potion Rouge, on reprend le nom de l'agence. En fait ça va nous faire une émission qui sera vraiment sur le content marketing, le marketing en général et la stratégie de contenu. Et pareil, pour avoir un petit peu les codes, les types de ces gens-là qui travaillent peut-être dans des boîtes, qui s'occupent du contenu pour certaines boîtes, qui ont créé du contenu pour eux-mêmes, pareil, ou qui peuvent avoir un business ou une appli, un outil dans ces trucs-là. Donc pareil, on fait tous les acteurs de ces écosystèmes. Et une troisième émission qui va être sur le mindset, donc côté mindset, et qui va être animée en plus par trop cool par Camille Bus. Donc une fille qu'on a rencontrée à Station F avec une de nos émissions Table Ronde, qui était venue intervenir avec Marwan de Station F, et c'était un truc sur les programmes d'incubation, en fait comment choisir un programme d'incubation ou d'accélérateur et tout ça quand on lance un projet. Et donc elle était programme manager chez TF1 pour Station F. Et en fait, petit à petit, elle s'est lancée dans cette partie mindset, et du coup, de fil en aiguille, elle a voulu monter un truc, et on s'est dit pourquoi pas l'incuber chez nous. On adore le profil, on l'a senti ultra passionné, elle ça l'a ultra chauffé de lancer ça avec nous, donc pareil, ça se démarre à la rentrée. Génial. Il y a un très très beau développement du coup et de la co-construction, du co-développement. Ouais. Quoi. Ouais. Tout cet environnement, cet écosystème, du coup, au début, l'idée de monter le game, monter le niveau un peu aussi sur YouTube, ça demande du coup pas mal de matos et d'investissement. Comment vous avez géré ça? Comment vous avez investi avec quelle méthode, quoi? Franchement, honnêtement, au tout début, on s'est un peu servi de ce qu'on avait autour de nous. Donc tu sais, ça peut être Mohamed, il avait déjà une caméra, une lumière. Moi, j'ai emprunté une caméra à un pote. On a acheté rapidement. Par contre, on a acheté des micros. Ça, c'était un point ultra important pour nous, parce que c'est vrai que quand on fait de l'audiovisuel, que ce soit de la vidéo ou juste du son, la partie son est vraiment très 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 importante. On peut négliger un peu la vidéo, même si c'est quand même important. Il faut que la partie son soit optimale. Du coup, on a acheté des micros assez rapidement, mais après au niveau caméra, on se servait surtout de trucs qu'on avait déjà ou de potes autour de nous. Et puis voilà, on essayait de limiter les coûts en fait comme ça. Après, à partir du moment où on a voulu lancer la partie table ronde, où on est 4, là pour le coup, il nous a fallu un peu plus de matos. Donc là, c'est un des premiers investissements qu'on a fait. Je crois qu'on en a eu pour 4000 balles, si je dis pas de bêtises, qu'on a échelonné en plusieurs mois. Et voilà, avec nos économies, avec des trucs qu'on avait à côté, des tafs précédents et tout ça. Et du coup, là, c'est là où on a acheté les 4 micros, quelques pieds, une carte son, vraiment un petit peu le matos, podcast, premium, avec voilà, je suis une carte son, ça coûtait 350 €. Les micros, c'est quand même 300 € pièce. Donc la facture monte vite, et on n'est pas non plus dans du matériel ultra professionnel, mais ça permet de quand même produire avec une qualité qui est très intéressante. Et c'est que récemment là qu'on utilise des caméras un peu plus haut de gamme. Et encore qui sont toujours pas. Voilà, donc Il y a toujours mieux. Ouais, bah pour l'instant c'est un peu on emprunte à des potes ou des gens qui s'en servent pas tout le temps. On en loue de temps en temps aussi quand on a besoin d'un truc particulier. Mais ouais, pour l'instant c'est pas le plus intéressant d'acheter pour nous, quoi. Donc, écosystème startup aussi, hein. C'est ça. La débrouille. Faut se débrouiller et c'est toujours mieux aussi de construire avec quelques contraintes. C'est souvent plus magique. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les galères, les trucs qui n'ont pas marché, est-ce que tu as des petites anecdotes au début? Des fails? Franchement, le premier, c'était pas un fail, mais la petite anecdote un peu sympa, je sais plus si on l'a déjà dit, j'en sais rien. Mais donc le premier épisode, c'est avec Guillaume Moubèche, donc de l'Emlist. Mohamed le connaissait un petit peu déjà en off, et il avait accepté d'être le premier invité de l'émission et tout, donc c'était trop cool, on était super contents. Donc là, le petit stress qui monte, tu te dis bon, ok, on va commencer à tourner notre première émission. Petit rappel, moi j'avais quasiment jamais allumé une caméra, fait de prise de son et tout ça. Donc là, tu te dis ok, on passe dans du concret, on n'est plus dans l'idéation, faut vraiment le faire. Donc on arrive, on avait tourné chez eux, chez donc l'Emlist qui était encore à WeWork.
Et par chance, franchement, je le remercie encore une fois, mais c'est Erwan donc qui travaille sur la partie vidéo, qui est head of vidéo de mémoire chez LMlist, qui franchement nous a installé 80% du matos. On a déplié les trépieds, allumé les caméras, mais lui nous a aidé à quel angle prendre, comment caler un peu les lumières, faire les réglages sur nos caméras. Parce que pour le coup, on avait la caméra de Mohamed, mais on la maîtrisait peut-être à 30%. Moi, j'avais une caméra d'un pote, et pareil, on la maîtrisait pas du tout. Donc lui, il nous a aidé un peu à calibrer tout ça, à faire un beau rendu. Et ouais, pour le coup, c'est une de nos plus belles interviews. Clairement. Elle a lancé directement le média, c'est sûr. Ouais. Ouais, parce qu'après ça, Guillaume a eu un peu cet élan médiatique quelques mois après, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est vrai que ça a généré pas mal de vues sur le média et sur la chaîne YouTube. Mais ouais, bon, c'est pas un fail en lui-même le truc, mais c'est vrai que c'est une petite anecdote où tu te dis, c'est cool, il nous a aidé, c'est quelqu'un de la team de l'invité qui nous aide, quoi. Et comment ça s'est réparti dès le début? Est-ce que vous avez une discussion sur qui fait quoi? Comment on s'associe avec Mohamed? Comment un petit peu tout le monde gère les responsabilités et peut-être avec les facilités de chacun? Ouais, complètement. C'est vrai que déjà il y avait la première discussion, c'était de se dire que Mohamed serait pas à temps plein. On montait un projet, donc là on a associé tous les deux à 50-50, et il y avait quand même ce côté où moi je serais à temps plein et lui non. Donc comment optimiser et avoir du temps vraiment efficace quand lui est présent. Donc ça c'était très important, et c'est vraiment un travail qu'on continue de faire aujourd'hui en fait, hein, et qu'on continuera de faire, je pense, dans les années qui suivent, parce que du coup il y a pas ce temps, il a pas le même temps d'exécution possible que moi en faisant les 100%. Donc faut vraiment lui trouver des missions où il a un impact fort, où voilà, pas le faire perdre de temps avec des missions on va dire plus classiques, si je puis dire, ou plus redondantes. Donc voilà. Après rapidement en fait ça s'est fait naturellement, hein. Lui on voulait le mettre devant la caméra pour cette émission, donc naturellement moi je me suis positionné derrière pour tout ce qui est install, matos on va dire, montage, si je dis pas de bêtises c'est lui qui a monté la première. Il avait déjà monté un peu quelques vidéos, donc il a fait la première avec Guillaume. Ça m'avait permis de voir aussi un peu deux trois manips. Et puis après, naturellement, c'est moi qui ai pris le montage sur les autres. Et voilà, hein, franchement, ça s'est fait un peu. Il n'y a pas eu de grosses discussions pour se dire, ok, toi tu fais ça, moi je ferai ça. On a quand même des compétences qui peuvent être un peu similaires avec Mohamed. Mais maintenant, c'est vrai qu'on arrive. Ok, toi tu vas peut-être prendre ce bloc-là, moi je vais prendre ce bloc-là. Et quand il y a des blocs communs, des discussions peut-être un peu plus stratégiques, on sait que voilà, il faut se caler un temps ensemble. Mais non, ça s'est fait plutôt naturellement la répartition des tâches, du fait aussi que moi je sois à 100% sur le projet, hein. Et c'est bien du coup que tu passes derrière la caméra, enfin devant la caméra à la rentrée. Ça c'est cool. Parce Ouais, c'est on cool. entend très régulièrement ta voix C'est vrai. sur la C'est vrai. logistique, On n'avait pas mon visage. mais on n'avait pas ton visage encore. Ouais, c'est vrai que c'était pas une problématique, mais c'est vrai que c'était une discussion un certain temps, parce que du coup, bon, je suis donc la partie à 100% de l'entreprise, et qu'on voit, qu'on identifie plus Mohamed au début. On s'est posé des questions, est-ce que ça va poser des problèmes pour la suite ou des choses comme ça. Mais c'est aussi parce que c'était la première émission qu'on lançait. Donc par souci de temps, de production et d'efficacité, on pouvait pas lancer 14 émissions en même temps. Ça aurait été, je pense, se tirer une balle dans le pied. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ça, le visage de Mohamed et cette émission. C'était important aussi que les gens reconnaissent la personne qui dirige cette émission, entre guillemets, qui drive cette émission. Je trouve que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Au début, on a eu un peu plus de mal, même sur le fait que French Joueurs soit un média, pas seulement un podcast en fait, et que l'émission que Mohamed anime, qui s'appelle Vrai de Vrai, soit vraiment une émission de ce média-là. Donc le fait de mettre un seul animateur, voilà, quand on voit la tête de Mohamed, on sait que c'est cette émission. C'est des petits points sur lesquels on a essayé de bosser au début. Et puis voilà, maintenant on va bosser sur ma tête et les prochaines émissions à la rentrée. Est-ce que tu peux aussi nous partager un petit peu et revenir sur les... Je crois que vous avez fait des choix, j'aime bien revenir là-dessus, sans compromis. Vous avez une vraie méthode d'invitation. Vous avez, vous allez vraiment chercher des invités. Vous avez une belle manière de le faire. Comment ça s'est mis en place tout ça? Ouais, c'est vrai qu'on l'a beaucoup bossé. Franchement, au début, et je parle là je reviens un peu sur ce côté vrai de vrai émission globale. On a beaucoup bossé l'émission en amont, hein. Franchement, je sais pas comment si tout le monde se lance peut-être plus naturellement, ou si comme nous
Il y a vraiment ce taf en amont de ok, de quoi je vais parler, comment je vais construire l'émission. Alors après nous c'est vrai que on voulait un truc qui soit assez long, donc 3h30 minimum. C'est peut-être un peu moins naturel que quelque chose comme moi je peux faire de 30 minutes, 40 minutes où tu te fais une petite trame, mais en vrai ça reste un échange assez plus souple. Donc c'est vrai pour ce truc d'invitation, on s'était dit ok, rapidement on veut des grosses têtes d'affiche, on veut aller choper vraiment des gens qui sont sollicités. En fait, c'est bête, mais qui sont sollicités et qui du coup, pourquoi dirais oui à le passer dans ton émission qui dure 3h30, 4 heures, alors que t'as 0 abonné, alors que t'es inconnu, que t'as pas, j'ai pas de track record, j'ai vendu 15 boîtes derrière. Donc c'est comment je me crée cette crédibilité là, comment je fais pour attirer ces gens là. Et donc on s'est dit que ça passait par l'invitation, l'expérience, et on le travaille encore aujourd'hui sur tous nos sujets. L'expérience c'était vraiment important. Et du coup, au début on s'était dit on ferait de la vidéo. On veut quelque chose où l'invitation se passe par le canal vidéo. Donc au début on partait un petit peu dans l'idée de se dire ok on fait une vidéo personnalisée à la personne, salut Gaël, on t'invite à passer sur le média French Joueurs dans l'émission Vrai de Vrai, voilà ce qu'est l'émission, rapidement pourquoi on t'invite, on a adoré je sais pas ce que t'as pu faire, la façon de le faire, donc, voilà bref quelque chose d'assez court et assez efficace, 2 minutes 30, donc ça c'est une vidéo qu'on filme et qu'on upload après sur YouTube en non répertorié. Et de base c'était un peu ça l'idée, c'était de se dire ok on a cette vidéo là, comment je la transmets à la personne. Bon, rapidement, on est allé sur le mail. On s'est dit, ok, par mail, avec un mail un peu personnalisé. Surtout qu'il y avait, du coup, on était pas mal dans les coulisses de l'Emlist. Donc la personnalisation d'email et tout ça, on savait que ça fonctionnait assez bien. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est bien, mais c'est pas assez. Ça peut, on sait qu'on peut encore faire plus. Et du coup, on s'est dit, attends, tout le monde va faire de l'email. Demain, si on me contacte, je sais plus, peut-être nous tous les deux on a échangé par LinkedIn si je dis pas de bêtises, mais 95%, 99% des invitations que tu reçois, de la sollicitation, des échanges, tout est digital. On s'est dit attends, c'est quoi, on va revenir au physique, on va revenir sur quelque chose de papier, touché, punaise, et les gens vont pas s'y attendre en fait. Et donc là on commencé à réfléchir là-dessus, on a brandé une enveloppe French Joueurs, donc qui est toute noire et avec écrit ceci est une invitation à venir inspirer d'autres personnes. Et dedans, en fait, t'as une carte postale avec pareil, donc un recto French Joueurs et de l'autre côté une partie blanche sur laquelle on écrit un petit mot à la main. Donc, salut Gaël, on vient de tourner une vidéo rien que pour toi. Scanne le QR code à droite juste ici, et puis on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Donc là, t'as le QR code que tu scannes et en fait, t'arrives sur une landing page du site. Et en fait, sur cette landing page, pareil, c'est personnalisé, donc avec une photo de toi qu'on a récupéré, un petit texte, pardon, très rapide, vraiment 1 ou 2 lignes encore pour dire tiens toutes les infos sont dans la vidéo, tout de suite, voilà. Et après t'as cette vidéo donc de 2 minutes, 2 minutes 30 qui t'est destinée et avec ce call to action à la fin où on te dit écoute, nous on serait ravis de te recevoir, t'as tous nos numéros, nos trucs, nos emails, on attend ta réponse. Au début même, je me souviens, on a fait pas mal de tests, mais on a dit avec Mehmed, on faisait même le truc de appelle-moi, je suis plus cool, l'appelle pas lui. Bref, on essayait vraiment de un peu ce côté décalé et en même temps où la personne se dit punaise, j'ai reçu une enveloppe chez moi parce qu'on envoyait les enveloppes pour certains, on les envoyait à domicile. Hein. Moi, franchement, on est à domicile, au bureau, on tentait en fonction des adresses qu'on arrivait à trouver. Et voilà, la personne, on s'est dit ok, elle arrive une enveloppe toute brandée, on scanne ce QR code, t'as une vidéo qui genre vraiment on prononce ton prénom, on parle de ta boîte, on parle de tes projets, pourquoi on te veut toi. Exactement. Genre vraiment, il y a un gros taf derrière. Et franchement, c'est ce qui a fait strike dès le début en fait. Genre vraiment, c'est ce qui nous a permis. Alors, sauf G Guillaume qui pour le coup, c'était vraiment du contact. Il arrivait avant même qu'on ait toutes ces idées-là. Hein. Et donc là, tout le reste, par contre, c'est ça en fait. Tout le reste, c'est l'enveloppe qui a fait mouche pour pas mal de nos invités. Franchement, c'est ce qui nous a permis d'avoir les 5-10 premiers invités ultra vite et des noms franchement super cool. Alors qu'on avait ils avaient aucun retour sur ce que donnait l'émission, quoi. Oui. Il y avait une vidéo, une interview avec Guillaume, mais bon, c'est pas assez lourd pour montrer un peu la ligne éditoriale, pour montrer, la pertinence du média ou des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment ce qui nous a beaucoup aidé, ouais. Et combien de temps ça prenait ou ça prend encore aujourd'hui de justement créer, faire cette étape-là? Entre la vidéo imprimée, envoyée, trouver les contacts, machin. Ouais. C'est difficile à dire parce que on fait ça en plusieurs temps. En fait, on tourne. Bon, déjà, on se fait notre pipe d'invités.
Voilà, on sait que voilà, je sais pas, on trouve 25 invités. Demain, on va se faire une session de tournage ensemble. On va se dire avec Mohamed, ok, on tourne ces 25 invités. Je pense qu'on tourne à peu près 15 invitations en 1 heure. En fonction de, je sais pas, si ça fait longtemps qu'on en a pas tourné, peut-être on va mâcher un peu nos mots et tout ça. Et on essaie de faire un truc one shot où il y a pas de cut. Un peu à l'image de l'émission Vrai de Vrai. On veut vraiment quelque chose de brut, même si des fois peut-être on peut se bafouiller ou se tromper. Si c'est pas trop gros, humain et naturel. ouais, Voilà. ça reste dans l'interview, ça reste vraiment dans cette invitation, on en rigole et puis voilà. Si c'est un truc où on s'est complètement planté, bon évidemment on recommence. Mais ouais, je pense qu'on tourne une quinzaine d'invitations en 1 heure. Donc en fonction du nombre d'invitations qu'on décide de tourner, bah tu calcules. Après ça va assez vite, hein. Le reste c'est donc un Adobe, c'est sur Adobe XD, on a le truc déjà prêt, on switch juste le QR code, le nom de la personne, donc le lien quand même en dessous. Ça en print, je sais pas, ça prend très peu de temps et puis après c'est automatique. Avec Webflow, on a automatisé le fait de créer la landing page par personne. Non, en vrai, c'était plus à mettre en place qui prenait du temps. Maintenant, c'est la partie la plus longue est vraiment sur la partie tournage, parce que le montage du coup est assez rapide. On cut avant, on cut après. Je l'upload sur YouTube, donc ça c'est assez court. Et créer la landing page sur le site, rapide. Et c'est plus aussi peut-être ce taf de écrire à la main le mot. Donc quand même, il y a quelques infos à noter et trouver l'adresse de la personne. L'adresse la plus pertinente. Là, on a le plus de chances de faire strike. Parce que un truc qu'on a détecté avec le recul, c'est que l'enveloppe peut passer pour une pub. Ouais. Donc, si on vise un bureau, on a des chances qu'il y ait des gens, je sais pas, à l'accueil ou des choses comme ça qui squeezent l'enveloppe directement. Exactement. Donc, si on peut, on essaie de viser le domicile. Encore plus chaud quand même. Ouais, exactement. Mais ça se trouve. C'est de la technique de sales après. Exactement. Et ok, donc en gros, par semaine, vous passez combien de temps sur cette émission principale? Vrai de vrai, tu le vois comment entre ton temps et celui de Mohamed? Il y a le temps d'émission, de tournage déjà qui prend mine de rien 3, 4, 5 heures. Donc on essaie de faire ça en soirée. Là pour l'instant le créneau qu'on s'est fixé c'est le mardi soir de tournage. Donc c'est à partir de 19h. Nous on a 1 heure d'installation avant. Donc on commence à installer vers 18h le matériel. Ensuite 19h jusqu'à on va dire minuit plus ou moins on tourne. Le temps de faire un peu avant, se poser, préparer l'émission avec l'invité. Et on s'installe rapidement, on va dire jusqu'à minuit, 1h du matin. Et après, il y a encore 1 heure de désinstall, tout ranger. Et donc là, déjà, t'as ce temps-là qui te faut quand même te faire 6 heures. C'est une petite journée dans ta soirée. Et après, il y a le temps de montage qui prend du temps parce que on n'a pas énormément d'animation ou de choses comme ça. Mais en fait, je vais noter tous les extraits pour en ressortir du contenu. En fait, on a une grosse stratégie de recyclage de contenu et de l'optimisation. C'est que on a 3, 4, 5 heures de contenu, donc faut le réutiliser. Faut communiquer. Et du coup, en fait, moi, je vais prendre le temps de, je sais pas, noter, ok, 1 minute 12, on parle de ça, ça s'arrête à 1 minute 52, et ainsi de suite. Donc, il y a ce temps-là qui est vraiment plus long, plutôt que les switches de caméra, faire une incrustation d'image et tout. Il n'y a pas de gros montage en lui-même. Mais bon, mine de rien, quand la vidéo fait 4 heures, t'as au minimum 5 heures de montage, on va dire. 5-6 heures. Et après, je sais pas, les sessions de tournage d'invitation, ça pour le coup, on les fait, c'est plus occasionnel. On fait ça peut-être 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. On en tourne vraiment un batch plus élevé. Et après, c'est diffuser tout ça. Une fois que t'as entre guillemets récupéré tout ce contenu-là, il faut l'extraire du blog principal, il faut le sous-titrer, il faut l'adapter à chaque plateforme. Parce que ce que tu fais sur TikTok n'est pas forcément valable sur LinkedIn, au niveau des formats, des choses comme ça. Donc le réadapter à chaque plateforme, ça prend un petit peu de temps aussi. Sous-titrer quand il y a besoin, refaire un peu de montage motion s'il faut, et puis le diffuser. Mine de rien, diffuser le contenu sur tous les réseaux, avec les hashtags, les descriptions, les couvertures, les miniatures s'il y a besoin. Ouais. Difficile d'estimer en termes de temps, mais en fonction de l'émission. C'est au moins un mi-temps en fait pour toi sur la semaine. Ouais, franchement, alors juste cette émission quasi. Ouais, en fait, cette émission-là peut me prendre, je pense, 3 jours complets de taf. Ouais. Mais du coup, on la sort que 1 fois toutes les 2 semaines. Donc ça reste raisonnable pour tout le contenu qu'on arrive à produire derrière en fait. Là où c'est très fort en fait, c'est aussi de se dire que
on a déjà donc 3-4 heures de contenu pur et brut qu'on publie, et en plus de ça, derrière, on en ressort, peut-être, je sais pas, 5, 10, 15, 20 extraits en fait. Donc c'est là où on optimise vraiment cette... Et l'idée de justement sur Cyclage, donc c'est à la sortie de l'épisode, donc partagé sur un petit peu toutes les plateformes. Donc en premier, il y a eu YouTube évidemment, LinkedIn, Insta et TikTok, TikTok. un petit peu après. TikTok est arrivé Quasiment. assez rapidement parce Ok. qu'on a posté les vidéos de les premières vidéos qu'on a postées, c'était Guillaume. Donc Ok, non, ok. ça s'est fait. TikTok avait déjà cet essor quand nous on s'est lancé en janvier 2021. Donc on s'est plus ou moins mis dans la foulée là-dessus directement aussi. Et donc les chiffres, en gros, à peu près de D'abonnés ou des choses d'écoute, comme ça. d'abonnés et de traction sur les Mhm. différentes plateformes. Vous avez observé quoi? Euh, mais des belles évolutions. Enfin, TikTok, pour reparler TikTok, la puissance de l'algorithme, hein, c'est incroyable. J'apprends rien à personne, mais c'est vrai que dès que l'algo il a décidé de faire péter ta vidéo, pour le coup, on va chercher des chiffres qui sont énormes, alors qu'on parle de business, d'entrepreneuriat. Donc pour le coup, c'est souvent des sujets un peu plus courts, d'une minute 30, une minute, donc très catchy. Donc souvent, on peut parler d'argent, on peut parler de, je sais pas, de choses comme ça, et donc des sujets qui sont assez clivants sur les réseaux sociaux, du coup plus d'engagement et de choses comme ça. Mais enfin, c'est quand même fou de se dire que c'est une émission de 4 heures. Là, c'est un bloc avec juste une interview et qui va chercher peut-être, je sais pas, 500, 600, 700 000 vues. Je trouve ça dingue. Sachant qu'encore une fois, on part d'une base d'abonnés de zéro. Donc là, maintenant, on doit être autour des, je sais pas, 14, 15 000. Mais quand ta vidéo en fait 700 000 et que toi t'as 15 000 abonnés, c'est dingue. Ouais. Ce qui est moins le cas sur YouTube, par exemple, ou sur Instagram. Après, Ah, sur les YouTube, vous avez pété le game. Est-ce que c'était dans la stratégie d'inviter Pierre Cross à ce moment-là? Alors, ouais, alors ce qui est le plus fou avec Pierre Cross, et franchement, il a été trop malin et je le remercierai jamais assez pour ça. Déjà parce que le mec est trop cool. Genre vraiment, on a passé, je crois que l'interview, si je dis pas de bêtises, a fait 5h20, un truc comme ça. Et on a dû en passer 7 avec lui. En réel, entre l'avant où on discute et on se dit, tu sais, je sais pas, bon, nous, moi je consomme énormément de YouTube, donc énormément de ses vidéos, depuis pas mal d'années en plus. Et en fait, naturellement, bah ça va, tu vas bien, on va dire un peu le bris de glace du début où tu te rencontres. Et en fait, naturellement, devient des questions et tu te dis putain, attends, faut pas que je les pose tout de suite, il y a l'interview après. Donc voilà. Et donc lui, il nous a donné plein de conseils pendant l'interview, en off, vraiment trop sympa. Et par contre, un truc encore plus smart et là où il a été vraiment malin, c'est que on l'a invité quasiment au tout début, au lancement de l'émission. En fait, au lancement de l'émission, là je te parlais tout à l'heure, on tourne 15, 25 invités. Au lancement de l'émission, on a dû en tourner peut-être 50, 60, parce qu'on avait déjà un gros panel d'invités qu'on voulait. Et on savait aussi que ce serait peut-être plus dur de trouver les premiers. Et du coup, Pierre Cross en faisait partie. Et on l'a déposé franchement quasiment au tout début. Hein. Et il nous envoie un message, il nous répond et il nous dit salut les gars et tout, franchement trop cool. J'ai kiffé votre approche, un DM sur Insta. Bref, il nous remercie, il nous félicite et tout, dans le sens c'est trop cool, mais il nous dit, par contre, je viendrai plus tard. Faites votre trou. Là c'est trop récent, c'est trop jeune. Continuez de faire votre projet. Et si dans, je sais plus la deadline qu'il avait donné, je sais plus si dans 6, en gros il te donne un temps, je crois que c'était 6 mois, il nous disait, rappelez-moi un peu plus tard, rappelez-moi dans 6 mois, on voit où vous en êtes. Et si Là, vous il y êtes aura de toujours la là en mode, force. voilà, Ouais. si vous êtes toujours là, je viens. Hmm. Dans le sens, si c'est pas juste une lubie que vous avez faite et que vous vous arrêtez au bout de 2 semaines, bah moi je serai toujours OP pour venir chez vous. Et franchement, il a tenu parole parce qu'on lui a renvoyé un message, donc peut-être X temps après. Donc je sais plus, j'ai plus la notion de temps et d'invité, mais peut-être une dizaine d'interviews après. Et il a dit ok, let's go, c'est parti. Et il est revenu quoi. Et c'est lui de lui-même qui s'est dit, genre, enfin, il a compris que ça servait à rien de venir trop tôt parce que bah, peut-être que nous on aurait arrêté le projet avant si ça avait pas fonctionné, si on en avait eu marre, bref, voilà. Et dans un second temps où il allait driver énormément de trafic sur notre chaîne, et le fait d'avoir un peu plus de matière, bah les gens qui arrivaient sur notre chaîne étaient capables donc de se dire ah ok, il parle de ça, ça fonctionne comme ça, il y a déjà d'autres vidéos à consommer, et c'est pas le truc où il arrive et en fait il y a que 2 vidéos à regarder ou une seule vidéo, et tu bénéficies pas de cet afflux d'audience que ramène Pierre Cross grâce à YouTube en fait, parce qu'il a une grosse base d'abonnés. Donc non, là-dessus, bah ça faisait partie de la stratégie, oui, dans le sens où on savait qu'il avait une grosse base d'abonnés, donc si ça en redirige vers nous, c'est trop bien. Ça faisait aussi sens dans le sens où on voulait l'inviter. C'est un gros acteur du YouTube Game depuis un petit moment et tout. Il a une autre façon de faire en plus qui est un peu différente de ce que certains proposent, donc ça c'était un super intéressant à voir. Et, euh, et ouais, on cherchait
il y avait un truc, c'était un de nos dilemmes un peu quand on s'est lancé, c'était de se dire, nous on n'a pas d'audience, on n'a personne. Donc si demain je ramène quelqu'un qui a pas d'audience du tout, en fait on va rester dans un truc où on fera 15 vues. Ça sera mes proches, ma famille, ses proches, sa famille, et en fait on fera 30 vues et nous on aura passé un bête de moment. Mais ça va l'intérêt de tout ça, c'est nous déjà égoïstement on en apprenne énormément, mais que si ça puisse servir à d'autres gens, c'est parfait. Donc on s'était dit il faut quand même qu'on arrive à faire venir du monde qui a un peu d'audience, qui a déjà une communauté, pour qu'ensuite nous on puisse redistribuer cette communauté à des gens qui en ont moins, qu'on puisse, en fait c'est tout simple, mais voilà, Pierre Cross met un peu de lumière sur French Doers, on essaie d'en capter un peu, et demain si on peut mettre un peu de lumière sur une autre personne, en fait on a tout gagné. Parce qu'en fait on a déjà même des idées dans nos têtes ou dans notre pipe d'invités, mais en fait ils ont même pas Instagram, ils ont pas LinkedIn, si je les fais venir maintenant c'est foutu, personne verra la vidéo, quoique maintenant on a un peu plus d'abonnés, mais au démarrage c'était ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on se disait, si on fait venir ces gens-là en fait ça aura que très peu d'intérêt dans le mécanisme du média, donc il faut jongler entre voilà des gens qui ont une grosse audience, d'autres un peu moins, qui t'apportent des crédibilités à droite à gauche, mélanger qui sont intéressants les aquariums, quoi. Exactement. Okay. Les vases communicants. Les vases communicants. Super. Aujourd'hui, du coup, le modèle économique de French Doers, il est en place et il est rentable? Alors, il est rentable, oui et non. On se paye pas tous les deux à 100%. Donc, je pense qu'on pourra considérer ça rentable dans le sens où on arrivera à faire vivre une équipe. Enfin, moi, je considérerais ça rentable quand on aura vraiment une équipe et que Mohamed et moi, on peut en vivre normalement. À l'heure actuelle, on fonctionne avec du sponsoring. Donc, c'est Shine qui nous paye un revenu mensuel dessus. Et on a 2-3 autres options qui, en fait, se présentent à nous. C'est le brand content. Donc là, dans le fait de proposer des formats qui vont être adaptés à des marques et à notre audience, en fait, tout simplement. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Ils sont dans les tuyaux. Parce que là, encore une fois, on avait que cette émission qui était en place. Donc c'était difficile de faire venir une marque autre que du sponsoring là-dedans. On a eu la proposition de faire payer le siège. Pour le coup, c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Ouais. On voulait vraiment garder cette authenticité, de se dire, bah, on t'a invité pour ce que tu es, ce que t'as fait, ou des choses comme ça. En tout cas pour cette émission, qui est une émission un peu plus humaine que peut-être celle que moi je vais animer sur l'investissement personnel. Je prends un peu un bout du parcours de la personne, mais on parle vraiment d'une verticale précise. Là, sur Vrai de Vrai, on va chercher un peu qui tu es, comment ça se fait que tu sois comme ça, ce que tu as pu vivre, comment tu l'as vécu. Donc c'était un peu bizarre de se dire on fait payer une personne qu'on ensuite reçoit là-dedans. Donc ça c'est la première partie, le sponsoring. Le brand content devrait arriver en fait un peu plus voyant après la rentrée, parce qu'on va avoir des formats plus one shot. On va vraiment réaccentuer sur ce côté média. On aura des formats. Je peux pas spoiler et donner tout de suite, mais je sais pas. Par exemple, c'est vraiment une vidéo. On aborde une thématique d'une certaine façon et après point barre, c'est pas une série, c'est pas une émission, c'est pas un podcast, c'est vraiment une vidéo one shot, plus comme un YouTuber ou comme un média on pourrait voir comme Combini, Brut, Bouscapé. Donc là pour le coup c'est des modèles où on peut s'imbriquer avec une marque. Ah bah tiens, on va je sais pas faire un mini documentaire sur la compta. Toi tu étais là-dedans, peut-être qu'on peut t'intégrer. Voilà pour donner un exemple. Donc ça c'est la deuxième façon et la troisième façon, après il y en a plein de petites, sûrement par des events. Un petit en peu fait, activer la communauté. Un petit peu de merchandising, un petit peu de YouTube Money, un petit peu de tout ça, quoi. Exactement, YouTube Money, bon, ça reste dérisoire tant que tu fais pas des millions de l'argent de poche. Ouais, de petite poche. La toute petite poche du jean. C'est l'argent pour ça, celle-ci. Ouais, non, pour l'instant, c'est dérisoire. Les cafés, ça paye ça paye le menu. C'est ça, exactement, ça paye la food avec l'invité. Ouais, bon, pour donner un chiffre, je crois que sur les derniers mois, c'était 150-200 balles par mois. Ouais. Ce qui est bien, ce qui est mieux que zéro, évidemment, mais ce qui ne paye personne. Évidemment, ça ne paye ni personne, ni l'État, ni une boîte. Exactement. Donc voilà, un peu tous ces modèles-là, et puis après, un peu comme tout créateur de contenu, il y a diverses façons, voilà, que ce soit par un événement, du merch, comme tu l'as dit. Nous, on a quand même une grosse appétence pour le business et l'entrepreneuriat. Si demain on peut incuber des boîtes et monter des boîtes par French Doers, ce serait un régal. Et c'est l'objectif en fait à terme. C'est vraiment de voir un mix entre une formation, accompagnement, incubation, quoi. Ouais, alors pas formation.
comme on l'entend, en tout cas pas pour l'instant. C'est des sujets qu'on réfléchit, mais on veut vraiment faire ça un truc différent et du coup c'est pas du tout possible pour l'instant. Mais demain, je sais pas, on pourrait s'amuser à monter un outil, un SaaS sur des problématiques qu'on a rencontrées et on sait que d'autres créateurs de contenu pourraient en avoir ou des choses comme ça et de se dire bah en fait nous on a déjà une audience pour le diffuser, on a déjà un réseau un peu soit B2B soit B2C. Il faudrait juste monter ça un peu comme un startup studio, trouver un CEO, une équipe, mais vraiment monter en fait d'autres projets. On rencontre énormément de personnes par le média, on a plein d'idées qui fusent, Mohamed et moi, et en fait on se dit que ça va être aussi une façon de pouvoir lancer plein de projets plus facilement en fait. Successful ou des gros fails, là, on verra bien. Hein. Les fondations en tout cas sont posées et sont solides maintenant, ouais. Bon, solide j'espère, mais elles sont posées en tout cas. Ta vision du podcasting aujourd'hui en France, c'est laquelle? Ben, je trouve ça vraiment trop cool. Moi, je suis un jeune consommateur du podcast. Hein, vraiment, comme je te disais tout à l'heure, avant French Joueurs, j'en écoutais mais très très peu. C'est vraiment quand on a commencé à mettre le nez dedans que j'ai commencé à écouter Matt Steff, Pauline Legnaud. Enfin, vraiment, pendant 6 mois, j'ai consommé beaucoup trop de podcasts pour une seule personne. Ouais, exactement. Et du coup, maintenant, je me suis un peu régulé entre ce que j'écoute en live et ce que j'écoute dans les montages et la vie de tous les jours. Mais je trouve que c'est une ressource qui est encore sous-exploitée. Je trouve que c'est quelque chose. Après, je suis plus à l'école, mais c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on mette en avant dans des parcours ou des choses comme ça. C'est une autre façon d'apprendre, une autre façon ça te donne accès à des personnes auxquelles t'aurais pas pensé ou même des univers. Enfin, demain tu peux t'écouter un podcast tech alors que tu connais rien du tout, tu bites rien. Et en fait, tu peux entendre de personnes assez expérimentées sur le sujet, en parler, expliquer comment ils ont fait, comment ils se sont formés, ou en cuisine, ou dans la mode, ou n'importe. Je trouve que ça te permet de te plonger dans un univers et une thématique que tu maîtrises pas forcément, que tu connais pas, super facilement, quoi. T'allumes Spotify, Apple Podcast, que tu veux, et en fait, t'écoutes un truc d'une heure, une demi-heure, 3 heures et demie si t'es courageux et que t'as envie, et voilà, et t'as un vrai retour, un vrai investissement. Ce qui passe par la voix aussi est assez exceptionnel, en fait. C'est souvent beaucoup moins monté que ce qu'on peut peut-être voir à la télé ou sur YouTube. On a quelque chose de quand même très, très authentique, et c'est ce que j'aime bien aussi avec le podcast. On partage évidemment cet attrait et cette vision. C'est un vrai coup de cœur. Tout ce qui passe par la voix reste et on peut pas tricher, quoi. Complètement. Est-ce que vous avez identifié des besoins pour continuer à vous développer? The money? Le cash, évidemment, comme toute boîte, en fait, je pense, hein, comme tout projet. Mais hormis ça, je pense qu'un gros point pour nous alors ça c'est difficile à quantifier en termes de temps, mais ça sera un lieu. À l'heure actuelle, on est à Station F et tout, c'est super, c'est génial. Mais vu qu'on fait de l'audiovisuel, on a beaucoup d'installations. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est super chronophage, toujours installer, désinstaller. Pour le coup, on fait en plus les émissions vraies de vrai. Enfin voilà, ça nous arrive de désinstaller pendant 1 heure, il est déjà 2 heures du matin. Donc tu finis, faut ranger ça à 3 heures. On est que 2 et il y a le matos quand même. Enfin, il y a quand même pas mal de matos. Ça nous oblige à faire plein d'allers-retours. C'est un peu physique. Bon après ça va. Hein, on est dans la fleur de l'âge, donc ça se passe. Mais c'est vrai qu'à 3 heures du mat après ta journée en plus, c'est un peu galère. Et puis mine de rien, ça nous oblige à réinstaller à chaque fois un setup qu'on a trouvé peut-être parfait la première fois. Donc il faut recalibrer la caméra, remettre la light au bon endroit, essayer de rechoper le même décor que l'émission d'avant. Donc ouais, un des gros besoins pour nous, ce sera vraiment d'avoir un lieu. Parce que là, avec toutes les émissions qu'on va lancer, ça va aussi nous permettre d'améliorer l'image, le visuel qu'on va rendre et améliorer la brand autour de tout ça en fait. Donc avoir un peu de potentiellement bientôt la loc d'un studio, d'un bureau que vous transformez complètement. Ouais. Dans un premier temps, ce serait ça, parce qu'on on va être rationnel. Clairement, un truc accessible où on peut essayer de faire 2-3 studios et tout. Et rapidement, on aimerait bien. Ça, c'est un des gros objectifs aussi, c'est de se dire arriver sur un lieu qui soit vraiment un lieu de vie et penser ça comme un vrai actif pour l'entreprise et pour la communauté en général. Dans le sens où on aurait les bureaux peut-être un peu à l'image de ce que faisait The Family à un moment,
c'est de se dire qu'on on a les bureaux sur place, il y a un espace pour des conférences, il y a un espace pour du coworking, il y a un espace où la communauté peut se rencontrer. On a plein de gens qui nous envoient des messages pour faire des events, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas facile à gérer pour nous, on est 2. À la rentrée, on sera un peu plus, mais ouais, c'est vrai que à la terme, si on peut vraiment avoir un lieu qui respire un peu tout ça, où les gens peuvent se rencontrer, faire des events, comme je te disais, nous on aurait les bureaux sur place. Pourquoi pas même partager un peu ces espaces de tournage qu'on aurait créés. Je sais pas, on y réfléchit encore, mais ouais, créer un vrai lieu si le Covid ne nous restrike pas. Génial. Bon, en tout cas, on passera avec plaisir. Nous, Carrément. on a un sujet de studio mobile, mais Ok. c'est pas, je pense, pas adapté à un écosystème trop parisien et à un besoin peut-être trop quotidien. Ouais, ça pour le coup, je pense que c'était plus quelque chose de ponctuel. Parisien, bon, ça se trouve. Là, c'est encore une fois, on pousse les murs, on s'adapte. Mais ouais, peut-être sur quelque chose de très ponctuel pour le coup. À voir. On en Écoute, reparle. s'il y a un peu de place, pourquoi pas. Dernière question avec du recul. Est-ce que tu as un ou deux conseils et une ou deux observations sur ce qui a marché pour développer votre média, votre audience? La régularité, déjà. C'est peut-être banal, mais c'est super important. En fait, créer un rendez-vous avec les gens. C'est-à-dire que, voilà, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, qu'importe, à telle heure, on a un épisode qui sort. Et même que t'aies 5 abonnés, 10 abonnés, 15 abonnés, ça c'est vraiment très très important. En tout cas, moi je l'ai trouvé très important. C'est un rendez-vous que tu prends avec les gens, c'est un rendez-vous que tu prends avec toi-même. Donc ça te force à être régulier là-dessus, à trouver tes invités, à tourner ce qu'il faut tourner. Donc là-dessus, voilà. Et puis après, même dans les micro-contenus qu'on peut diffuser, essayer de plus t'es régulier sur ces plateformes-là. Et puis t'as de chances que t'aies un contenu qui explose, t'as de chances qu'il y ait une personne que t'avais pas invitée mais qui est ultra intéressante qui voit ton truc et ainsi de suite. En fait, tu lances plein de boules de neige et t'espères qu'il y en a une qui grossisse plus que les autres. Donc voilà, publication à fond et la régularité. Un autre conseil, bon, je l'ai dit un peu au début, mais l'audio, si on reste sur cette niche un peu podcast vidéo, audio principal, l'audio vraiment priorité absolue. Et après, ouais, bien travailler, se lancer, bien travailler Son en amont, édito. ouais, exactement. Avec, t'arrives avec quelque chose d'un un peu structuré, ou en tout cas qui te ressemble. Tu réfléchis à ce que tu veux tirer de tes émissions, et puis après t'y vas. L'émission, la première sera pas parfaite, la deuxième sera pas parfaite, mais ça se travaillera de fil en aiguille comme ça. Et peut-être juste pas trop one again sur le premier non plus, tu vois, histoire de se dire ah bah mince, j'ai pas posé cette C'est quand même question. sérieux. C'est ça. En fait, le temps que tu prends un peu en amont, bah ça va t'aider à te dire ok, je vais poser cette question pour avoir cette réponse, ou j'ai besoin de sortir, je sais pas si c'était sur quelque chose de plus là ce matin j'ai tourné un épisode de la nouvelle émission sur la potion rouge qui est sur la création de contenu. Bah il faut que je pense à je sais pas comment elle a géré son organisation, quel outil elle a utilisé. En fait, vraiment les trucs que moi j'ai envie de savoir tout simplement quoi. Quelles questions moi je me pose, je veux ces réponses là et j'espère que ça plaira à d'autres gens quoi. Génial. Si juste une dernière question que j'ai oublié de te la poser tout à l'heure. Le recyclage de ces mini-contenus par rapport à toutes ces émissions, vous les faites vivre combien de temps? Plusieurs semaines, plusieurs mois? Par exemple, tu veux dire sur imaginons la première émission que j'ai tournée avec Guillaume, est-ce que je pourrais ressortir un épisode, un mini contenu maintenant? Un mini contenu sur TikTok la semaine prochaine? Ouais, c'est possible. Ouais. La difficulté, elle est plus justement dans le fait d'amasser tout ce contenu-là, parce que c'est beaucoup de temps de montage, et de le répertorier, quoi. C'est ça exactement. On est un peu dans cette phase encore où on s'organise. Où est-ce que je stocke les vidéos qui sont montées mais pas encore postées? Où est-ce que je stocke les vidéos qui sont qui n'ont pas de sous-titres encore mais qui sont déjà des extraits? Bref, c'est beaucoup d'organisation, mais ouais complètement, parce qu'en fait, ce qu'on fait, les formats qu'on propose, c'est des formats qui sont un peu intemporels. Techniquement, il y a un peu d'actualité qui s'applique à Guillaume parce que bah évidemment, par exemple, c'était avant sa grosse médiatisation, mais 80%, 90% de ce qu'il raconte dans le podcast, c'est de la vérité à un instant T. Donc ça se réécoute maintenant avec sans souci. Et le fait de republier peut-être un micro contenu
qui va prendre un peu d'ampleur sur TikTok, Instagram ou qu'importe, ça va redriver du trafic sur ces émissions-là et aider à faire vivre des épisodes qui sont déjà passés et qui méritent peut-être encore de la visibilité, quoi. Ouais, Donc là-dessus, non, pas de... On essaye de communiquer fortement sur l'épisode qui sort dans la semaine où l'épisode sort, et après, derrière, on repart sur des épisodes d'avant, sans souci. Recyclage et valorisation intemporelle. Complètement. L'objectif, Quatrième c'est vraiment ça. C'est ouais, bah en vrai, on a la chance d'avoir enfin la chance, on l'a voulu, mais dans le sens où c'est une émission, on crée une énorme bibliothèque de ressources en fait. Demain, enfin, Vous pouvez écrire un livre, vous pouvez faire. je sais pas, peut-être pas, mais je prêche pour ma paroisse. Mais si je me dis, si quelqu'un monte une boîte, franchement, on a 27 épisodes, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même de belles personnes avec de beaux projets, qui ont fait de belles choses. Je pense que t'as des petits trucs à apprendre si tu montes un projet. Et peut-être plutôt que de te mater une série tous les soirs, bah mets-toi peut-être une petite demi-heure tous les jours ou un truc comme ça. Et en vrai, franchement, je pense que avec un cahier, des notes ou ton iPhone si tu veux, tu vas ressortir avec quelques conseils que tu pourras appliquer à ta boîte et ça t'évitera quelques erreurs, quoi. Parce qu'en fait, c'est un peu c'était l'objectif de cette émission, c'était de se dire on va aller chercher des gens qui ont fait des choses, qui se sont cassés la gueule ou qui ont réussi, comprendre pourquoi et à l'appliquer à nous-mêmes, encore une fois, hein, de façon égoïste, et aussi, bah, si demain ça peut servir à 5, 10, 15, 1 million de personnes, bah, tant mieux. Donc écoutez French Joueurs. C'est le mot de la fin. Un grand merci Florent, et un petit coucou à Mohamed au passage. Allez cliquer dans les liens en dessous de l'épisode et aller sur le site de Podcast Mania pour retrouver toutes les ressources qu'on aura valorisées autour de cet épisode. Un grand merci. Ciao. Ciao Gaël.